Registre. Voilà, ça me paraît, les douleurs extra-articulaires de hanche me paraissent un sujet très important parce que c'est l'origine principale des douleurs d'une hanche. Si l'on réfléchit bien, la partie intra-articulaire de hanche est composée d'os, c'est pas très bien innervé, c'est composé de cartilage, pas du tout innervé, et d'un labrum qui lui-même n'est pas innervé, et il nous reste la synoviale et la capsule. Et donc, vous voyez que la partie intra-articulaire de la hanche n'est pas forcément à l'origine de douleurs très importantes, surtout quand il y a une prothèse, car cette même prothèse n'a pas de nerf. Donc, ce qui fait le plus souvent mal à une hanche, c'est ce qu'il y a autour, parce que c'est très bien innervé. Les nerfs sont naturellement bien innervés, mais les muscles, les tendons, les bourses, tout cela est très bien innervé et peut être à l'origine de douleurs très vives. Alors, ce sujet me paraît important parce qu'il devrait vous permettre d'éviter trois grandes erreurs. La première erreur, c'est le malade qui vient avec une arthrose comme ici, au stade 2, encore de bonne mobilité articulaire, et qui vous dit: «J'ai mal à la hanche». Et si vous restez sur votre ordinateur et vous vous dites: «Bon, ben c'est une arthrose, je vais vous mettre une prothèse», vous allez peut-être lui mettre une prothèse pour rien, parce qu'il a essentiellement des douleurs extra-articulaires. Et il ne sera pas content de la prothèse, parce que après avoir mis la prothèse, il aura toujours ces douleurs. Le deuxième type de malade, c'est celui-ci, qui vous dit la phrase énervante: «Ma prothèse me fait mal depuis que vous me l'avez mise», sous-entendant qu'avant, il n'avait pas mal. Et s'il avait des douleurs périprothétiques, périarticulaires avant l'opération, elles y sont toujours après. Et ce n'est pas forcément cette prothèse qui lui fait mal. Ce sont les douleurs extra-articulaires de hanche qu'il avait peut-être avant l'intervention ou ont été favorisées par l'intervention. Il ne faut surtout pas changer cette prothèse. Et le cas le plus difficile, c'est celui-ci. Ce malade a cette prothèse depuis 25 ans. Elle a une usure du polyéthylène, il a une réaction au polyéthylène de l'extrémité supérieure du fémur. Et donc, s'il vous dit: «J'ai mal à la prothèse», tout paraît normal. Une prothèse de 25 ans avec une réaction, c'est vraisemblablement la prothèse qui fait mal. Mais il a peut-être tout simplement des douleurs périarticulaires. Cette radiographie, ça peut peut-être 10 ans qu'elle est comme ça. Cette prothèse n'est pas décellée. Et changer une prothèse pour rien, pour avoir un mauvais résultat ensuite, c'est quelque chose de très compliqué qu'il faut éviter. Donc, nous nous retrouvons dans la situation d'un malade parfois célèbre qui a mal à la hanche, qui a 80 ans, qui est encore actif. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rester sur son ordinateur et lui donner le diagnostic et lui proposer une date d'intervention. Il faut examiner tous les malades, qu'ils aient ou non une prothèse. Alors, s'il vous dit: «J'ai mal», il faut d'abord lui demander où est-ce qu'il a mal. S'il vous dit: «J'ai mal à l'aine», oui, peut-être c'est une douleur intra-articulaire. Oui, c'est peut-être l'arthrose du côté droit, c'est peut-être cette prothèse qui a un problème. Mais il y a d'autres diagnostics différentiels à la partie antérieure de la hanche qu'il faut connaître et éliminer. S'il vous dit: «J'ai mal ailleurs», alors là, il faut vraiment se méfier parce que pour les gens, la hanche, ça va des lombes, même plus haut, jusqu'au rein, jusqu'au genou. Et donc, pour eux, la hanche est quelque chose de très large. Certains ont mal à la fesse, d'autres ont mal aux lombes, d'autres ont mal en arrière du trochanter. Et là, méfiez-vous, ça pourrait être une douleur articulaire, mais c'est exceptionnel. La plupart du temps, ce sont des douleurs qui viennent d'ailleurs. Alors, à la consultation, il faut chercher toutes les raisons possibles pour que ce malade ait mal qui ne soient pas intra-articulaires. Mais pour les chercher, il faut les connaître. Et donc, cette diapositive, Sophocle a dit: ce qu'on cherche, on peut le découvrir, ce qu'on néglige en échappe. Donc, il faut absolument tout chercher, mais on ne cherche que ce que l'on connaît. On ne cherche pas ce que l'on ne connaît pas. Et j'ai découvert que c'est Francisco Boissier de Sauvage qui, sous Louis XV, en 1768, a décrit ce qu'était la nosologie, c'est-à-dire c'est la liste des pathologies d'un appareil. C'est le cadre dans lequel on met tout le reste. Et donc, pour traiter ces pathologies extra-articulaires, il faut les connaître. Il faut en connaître la liste que je vais essayer de vous donner en le classant par localisation. Donc, on a dit que ces douleurs postérieures, c'était rarement la hanche. Où faut-il chercher? La plupart du temps au rachis. La plupart du temps au rachis parce que vous voyez, le système nerveux est descendant et quand on ne trouve pas la douleur à un niveau donné, il faut chercher au-dessus. C'est jamais au-dessous. C'est-à-dire qu'une hanche peut faire mal au genou, mais un genou ne fait pas mal à la hanche. C'est connu. Et donc, pareil pour la hanche, ce peut être une pathologie d'origine rachidienne qui peut vous donner une douleur à la fesse. Alors,
tout est possible. Ça peut être une pathologie corporéale, discale, discocorporéale, spondylodicite, mais la plupart du temps, c'est une compression par une hernie discale qu'il faut rechercher, une compression radiculaire, ou le plus souvent chez les malades plus âgés, mais enfin plus âgés après la cinquantaine, ça peut déjà être un canal lombaire étroit, congénital aggravé par l'arthrose lombaire. Et quand un canal est inférieur à 7 mm, il faut faire quelque chose. Et donc, les examens que vous pouvez déjà demander avant de l'envoyer à un spécialiste, c'est aller rechercher des choses simples comme le signe de la SEG et demander une IRM qui vous donnera le diagnostic soit de hernie, soit de canal lombaire étroit. Et soit vous êtes un spécialiste du rachis parce que vous êtes orthopédiste et vous réfléchissez qu'est-ce qu'il vaut mieux traiter en premier, est-ce qu'il a vraiment une arthrose ou est-ce que c'est ce canal qui lui fait mal, ou sinon vous demandez un avis ponctuel de consultant, c'est ce que veut dire APC. Les douleurs latérales, c'est les douleurs à la face postérieure du grand trochanter, les plus fréquentes. C'est une bursite ou une tendinopathie des abducteurs. Je le traiterai ensuite en détail parce que c'est important, donc on passe. Mais ces mêmes douleurs au même endroit peuvent être un syndrome de L5, c'est-à-dire du nerf vertébral postérieur, un DIM, dérangement intervertébral mineur, qui entraîne une douleur périostée du grand trochanter et une myalgie du moyen fessier. Ça, c'est moins connu. Revenons aux douleurs antérieures. Ces douleurs antérieures, elles peuvent aussi être d'origine neurologique, pas forcément intraprothétique. Si ça va jusqu'au genou, c'est L3. Si ça va plus loin qu'au genou, ça peut être L4. C'est ce que les gens appellent une cruralgie. Ces douleurs antérieures demandent aussi l'avis ponctuel de consultant et les mêmes éléments diagnostiques que précédemment. Les douleurs antérieures, ça peut être une névralgie du nerf fémoro-cutané latéral de la hanche, alors qui passe en dedans de l'épiniliaque antéro-supérieur, et il peut y avoir une lésion de ce nerf s'il y a eu une voie d'abord antérieure. Je crois que c'est 14% le type de lésion du nerf fémoro-cutané latéral par voie antérieure, surtout si elle est médiale, type uéter, et ou s'il y a eu une chirurgie du bassin. Donc, ces douleurs sont très importantes, très invalidantes, et une prothèse n'enragera rien. La douleur antérieure, ça peut être aussi un canal inguinal trop large. Dans un canal inguinal, il ne faut pas pouvoir passer l'index. Et ce n'est pas douloureux. C'est-à-dire que quand vous examinez le malade et que votre dos arrive au canal inguinal, si l'index passe, il est trop grand. Si ça fait mal, ce n'est pas normal. Donc, mesdames, attention à ne pas avoir de faux diagnostics liés à vos ongles. Il faut toujours garder un index bien coupé. Et là, pareil, il faut demander l'avis d'un spécialiste parce qu'on n'examine pas assez de canal inguinal pour être certain que c'est pathologique, mais ça arrive, c'est assez fréquent et c'est une des douleurs antérieures. Ensuite, les douleurs antérieures, nous en reparlerons tout à l'heure parce qu'on développera le sujet tendinopathie. Ça peut être une tendinopathie ou une anthésopathie du muscle rectus femoris ou du psoas iliaque. On va développer ça plus en détail. Enfin, il y a des malades qui ont mal derrière, devant et sur le côté à la fois. Et ça, déjà, il faut aussi se méfier. Et le plus connu, c'est le syndrome de la charnière dorso-lombaire de Meigne, c'est-à-dire une compression du nerf vertébral postérieur au niveau de T12L1. Très haut donc, tout à fait en haut de la colonne lombaire. Et c'est favorisé par l'arthrose ou une hernie ou encore ce dérangement intervertébral mineur. Il faut en faire le diagnostic, c'est-à-dire se méfier des gens qui ont mal à 3 endroits à la fois. Il faut aller appuyer sur la dernière vertèbre lombaire et du côté où il a mal. Si c'est douloureux, si ça déclenche la douleur, c'est un signe. Ça se traite soit par une simple infiltration qu'on va faire à la consultation, soit par des manipulations consistant à faire des rotations jusqu'à ce qu'il y ait un petit claquement. C'est ce que fait le chiropracteur pratiquement. Enfin et surtout, très méconnus des orthopédistes, ce sont les points gâchettes. Ces points gâchettes, c'est des pathologies musculaires localisées. Un muscle a une petite lésion parce qu'il a été trop utilisé ou mal, et cette lésion entraîne une contracture localisée du muscle, réalisant une sorte de boule extrêmement douloureuse qui gêne tous les mouvements. Alors, ça, c'était connu. Je sais que ça se traite, on va le voir, par de la kinésithérapie. Mais ce qui m'a étonné, c'est la fréquence. 30% des douleurs aux urgences, si celui qui est aux urgences sait que ça existe, 55% dans un centre pour céphalée, 74% dans une consultation neurologique antidouleur et 85% dans un hôpital psychiatrique.
85% des douleurs dans un hôpital psychiatrique sont liées à ces contractures musculaires anormales. Il faut les chercher. C'est un point musculaire très douloureux avec une sorte de petite boule contractée. Pareil, il faut avoir un envie de consultant, un médecin de rééducation, rhumatologue, et ça se traite par des compressions et des massages qui permettent de faire passer cette contracture. Et ça ne relève pas d'une prothèse de hanche, mais vous avez vu que les points sont aussi en avant et en arrière. Et enfin, il nous reste la fibromyalgie. Alors là, c'est quand on n'a rien trouvé. Méfiez-vous des gens qui sont très anxieux, qui ont mal partout, qui viennent un jour à la consultation, c'est la hanche droite, mais le lendemain, c'est la gauche, mais ils ont aussi mal aux épaules. Alors, vous avez vu que le diagnostic est flou. Il faut avoir 11 points douloureux sur les 18. Alors, que faire de celui qui en a 9? C'est assez complexe, mais c'est la fréquence qui m'a étonné. 2% de la population aurait une fibromyalgie, donc 90% de femmes. Mais 2%, c'est beaucoup. Donc, cette fibromyalgie, il faut la connaître parce que si c'est 2% de la population, vous en aurez plus de 2% à vos consultations. Et pareil, là, avis de consultant, surtout pas de prothèse totale de hanche abusive à une fibromyalgique et même non abusive, ça se discute. Alors, on vient au sujet qui va essentiellement être au centre de ce type de douleur périarticulaire, ce sont les tendinopathies autour de la hanche. Et le problème, c'est qui est le coupable. Alors, le tendon est le coupable, la vieillesse, l'arthrose, le chirurgien, le rééducateur, le malade, et puis aussi tout à la fois. Et donc, on va essayer de trouver le coupable. Le coupable, c'est d'abord le tendon par ses propriétés mécaniques. Même chez un sujet jeune, un tendon, ce n'est pas élastique. Ça a 4% d'élasticité. C'est-à-dire quand on... Et c'est intéressant que ce ne soit pas élastique parce que c'est pour transmettre la force musculaire sans qu'il y ait d'élasticité, sans retard et avec efficacité. Il n'est pas élastique parce qu'il contient essentiellement du collagène de type 1 et quelques fibroblastes, mais peu de fibroblastes. Et donc, ce qui n'est pas élastique est cassant. C'est-à-dire qu'après le taux d'élasticité, après 4%, il y a des micro-ruptures du tendon et à 8%, une rupture complète du tendon. C'est donc un élément fragile, le tendon, si on lui tire dessus. Et son grand problème, c'est que non seulement il n'est pas élastique, mais il a un hystérésis. Alors, vous savez tous ce qu'est un hystérésis. Un hystérésis, c'est une cumulation des contraintes. C'est-à-dire que si on tire sur un tendon et qu'il ne se déforme que de 2%, mais que juste après on retire de 2%, ça fait 4. Et petit à petit, on va atteindre les 8, même s'il n'y a jamais eu une force nécessaire, utile pour avoir 8% de, euh, de déformation du tendon. Et donc, la déformation successive du tendon par des petites contraintes va faire atteindre la rupture et les lésions. Le tendon, il est fragile au niveau de son anthèse. L'anthèse, c'est la racine, c'est-à-dire le point d'insertion d'un tendon sur l'os. Alors, tout le monde le sait que c'est fragile, si on fait de la chirurgie de l'épaule, de la hanche, mais pourquoi? C'est fragile parce que l'insertion d'un tendon sur un os se fait par du fibrocartilage. Et donc, ce fibrocartilage, comme c'est du cartilage, il est mal vascularisé. Et donc, lorsqu'il y a une lésion de l'anthèse, elle cicatrise, si elle le veut bien, extrêmement lentement, par défaut de cicatrisation, et c'est un phénomène de cartilage. Donc, il faut essayer de ne pas avoir de lésion des anthèses. Et ensuite, toujours autour de ces tendons, il y a des bourses. Alors, ces bourses ont plusieurs rôles. Ce sont des amortisseurs, ce sont des points de glissement, mais on va par exemple s'intéresser à la bourse trochantérienne. Vous savez que quand on marche, notre fémur fait des rotations. Il fait rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe à chaque pas. Et le fascia lata passe en dehors du trochanter, ce trochanter qui bouge en dedans de ce fascia lata. Et le fascia lata, quand on se met en appui unipodal, est tendu. Donc, il y a un conflit entre le fascia lata et le grand trochanter. Ce conflit, il est géré à la fois par le grand fessier, mais aussi par le tenseur du fascia lata, qui sert surtout à contrôler ce passage. Mais il faut une bourse à ce niveau-là qui va amortir ces frottements permanents. Et cette bourse, petit à petit, elle peut s'user pour des tas de raisons dont nous parlerons et créer des douleurs. En résumé, qu'est-ce qui abîme le tendon en raison de ses qualités propres? C'est l'hypersollicitation. Il faut se méfier de deux choses. Les gens qui font de la gymnastique en salle,
et font 20-30 fois de suite le même mouvement, entraîné par une professeure de gymnastique qui fait ça 8 heures par jour et qui est jeune et en forme. Et donc, pareil pour les sports de combat. Et la répétition, même chez un sujet jeune, va créer des lésions des anthèses et des tendons. Et puis, il y a le sujet plus âgé qui a une arthrose à une hanche depuis longtemps, mais il n'a pas envie de se faire opérer, donc il va surmener. Alors lui, il a mal, je l'espère, à la hanche gauche, parce qu'il faut toujours porter la canne du côté opposé, mais il va surmener sa hanche droite. Il va protéger sa gauche, mais surmener sa droite, et il peut avoir parfaitement des anthésopathies sur la hanche surmenée. La deuxième cause de lésion des tendons, c'est la vieillesse. Plus on vieillit, moins on cicatrise bien au niveau des tendons. Vous voyez ce tableau, en fonction de l'âge, on cicatrise. Jusqu'à 55 ans, ça va pas mal. Ça décompense après. C'est vrai pour tout d'ailleurs. Et vous voyez, après 65 ans, eh bien, on cicatrise de moins en moins bien lorsqu'on a une lésion tendineuse. Et malheureusement, nos malades, eh bien, ils sont plutôt dans cette tranche d'âge. C'est-à-dire les malades qui ont besoin de prothèses sont dans la tranche d'âge où les tendons sont fragiles. C'est connu. Vous voyez qu'il y a eu des études faites sur les lésions tendineuses des abducteurs chez les gens à qui on va mettre des prothèses. Et vous voyez que sur 176 malades, 20% avaient des lésions dégénératives visibles à l'IRM. Alors, il y en a plus que ça qui ont mal. D'où l'idée d'ailleurs de ne pas trop attendre. C'est-à-dire que opérer quelqu'un à la dernière minute avec une arthrose trop évoluée, c'est laisser évoluer des tendinopathies qui ne seront peut-être pas traitables après. L'autre phénomène lié à l'arthrose, c'est que l'arthrose crée une ankylose. Par exemple, on se met en flexion, rotation externe, adduction. Quand votre hanche est en flexion, par exemple, vous avez votre psoas qui devient plus court, puisqu'il participe aussi à la flexion. Et donc, ce psoas, qui est sur une hanche enraidie, qui sert moins, va s'atrophier et se raccourcir. C'est l'exemple avec le psoas. Et lorsque vous allez mettre une prothèse, vous allez retrouver une mobilité normale, une extension normale sur un psoas trop court, et ça crée une tendinopathie du psoas qui peut être liée à un débord de la prothèse au niveau de l'éminence iliopectinée, mais qui peut être liée aussi au fait que le muscle est dégénératif. Alors ça aussi, c'est connu. Vous voyez, on nous explique que l'atrophie musculaire liée à l'arthrose persiste encore 2 ans plus tard, alors qu'on a mis une prothèse. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas le muscle qu'on a perdu correctement. Cette étude nous montre ici que avant l'opération, par exemple pour le psoas, le malade avait perdu 50% du volume de son psoas. Et après l'opération, 2 ans après, il est encore à 30%, c'est-à-dire qu'il n'a récupéré que 20% du volume du psoas alors que l'arthroplastie est réalisée. Tout ça pour dire qu'il faut peut-être pas trop attendre pour mettre une prothèse à quelqu'un. Autre coupable, le chirurgien avec la voie d'abord. Alors la voie d'abord, c'est simple, elle a un défaut, c'est qu'elle passe par des éléments sains pour atteindre une articulation pathologique. Et par où que vous passiez, il y a des défauts. C'est-à-dire, ce n'est pas la merveilleuse voie antérieure où il ne se passe rien et l'horrible voie postérieure où on n'a que des ennuis. Ce n'est pas du tout comme ça, c'est que dans tous les cas, vous touchez des éléments qui peuvent ensuite entraîner des douleurs. Alors nous, actuellement, on a fait pendant 10 ans, de 2000 à 2010, pratiquement que des voies antérieures. Et depuis, on est repassé à la voie postérieure au vu de nos propres études qui ont montré qu'en fait, la voie postérieure, c'est les minimales invasives, donnait les mêmes résultats et avait moins de complications péropératoires. Mais si on fait une voie antérieure, on va quand même abîmer des tendons parce qu'en avant viennent s'accrocher l'obturateur externe et le pyramidal avec une insertion très antérieure. Donc, dans la voie d'abord, déjà, on peut abîmer des pelvites trochanteriens. Ensuite, les écarteurs abîment le tenseur du fascial latin dont nous allons voir l'importance. Et ensuite, même si on a réussi à échapper à tout ça, si vous devez, pour mettre une prothèse dans l'axe, évider la partie latérale du col, vous voyez, le trochanter est très en arrière en fait, eh bien, vous allez toucher ces insertions tendineuses. Donc, que ce soit par voie antérieure ou postérieure, on touche des tendons, on touche des muscles. Alors, c'est sûr que ces prothèses plus courtes, qui ne nécessitent plus d'évider, qui permettent, en coupant des cols plus longs, de mieux voir sans trop s'exposer, permettent de mieux préserver les muscles. Les tiges courtes prélèvent les muscles lors de la pose. Mais vous voyez quand même que ces études qui montrent que 9 mois après la pose d'une prothèse, lorsqu'on fait des IRM, eh bien, il y a dans 42% des cas un remplacement par de la graisse du muscle
du muscle tenseur facial lata. Ça veut dire quand même qu'on a créé des lésions musculaires. Par voie postérieure aussi, il est possible, ce que je voulais montrer là, c'est une mini-voie postérieure. Au lieu de découper les pelvis trochanteriens, on peut les repousser sous l'obturateur interne. On met un écarteur et on repousse tout le monde en haut. On voit la capsule, on ouvre la capsule, il est là, l'obturateur interne. Et puis à la fin, on ferme la capsule et on remet le tendon à sa place. On peut préserver les muscles, même par voie postérieure. Mais quelle que soit la voie d'abord, on crée des lésions. Le chirurgien, il est encore responsable de, s'il fait des trochantérotomies, de laisser du matériel justement en conflit avec ce fascia lata qui peut créer des tendinopathies et des bursites douloureuses. Et enfin et surtout, il faut revenir à la base de la biomécanique, c'est-à-dire la balance de Powell. Et il faut que ce chirurgien respecte ou mieux améliore la balance de Powell. Je vous rappelle très vite ce que c'est la balance de Powell. On considère qu'au niveau de la hanche, c'est un pivot, comme le pivot des balances romaines, et puis ce pivot est en équilibre. On a des forces varisantes d'adduction qui sont la largeur du bassin et le poids du malade, qui créent une force d'adduction, et pour stabiliser le bassin, on va contrer ces forces par la contraction du muscle gluteus medius. Et donc, on est dans ce système de balance romaine. Plus le poids est fort, plus le bassin est large, plus il y a de force d'adduction, plus il faudra mettre de compensation au niveau du muscle. Et cette compensation, elle est d'autant plus forte que le bras de levier est court. C'est-à-dire quand la distance entre le centre de la tête et l'insertion du tendon est courte, c'est-à-dire des cols courts ou en valgus, eh bien, il faudra que le muscle se contracte plus. Donc, tout ça explique que l'on peut avoir des tendinopathies parce que le système de base est de dire qu'il faut que le muscle se contracte de 3 fois le poids de 3 ou 4 fois le poids du corps, mais c'est à l'arrêt, on ne sait pas ce qui se passe en dynamique. Le chirurgien, il peut déséquilibrer cette balance. On peut avoir un malade comme ici qui avait un grand offset, c'est-à-dire la distance entre le centre de la tête et la verticale passant par le centre du fémur, c'est-à-dire en gros l'insertion du muscle gluteus medius. Ce malade, il a perdu de l'offset avec cette prothèse, qui pourtant était à col modulaire. En perdant cet offset, il va surmener son moyen fessier, son gluteus medius, et aura peut-être des anthésopathies. Celui-ci, c'est l'inverse. Il avait un offset qu'on va considérer comme normal. Alors, normal, c'est plus de 40, moins de 55 mm. Plus de 55 mm, c'est un très grand offset, et moins de 40, il est un petit peu faible. Et là, on a augmenté son offset. Alors, c'est bon pour le fessier, mais ce n'est pas bon pour le trochanter, parce qu'on va créer un trochanter saillant qui va mettre en tension, qui va frotter plus que le fascia lata, et le mettre en tension et créer des douleurs de bourse. Ça fait aussi mal. Voici un conflit, ça c'est une coxa saltans, mais c'est le même principe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait passer d'avant en arrière d'un coup son fascia lata en avant et en arrière de son trochanter parce qu'il est trop tendu. Toujours dans cette histoire de balance de Powell, un des pièges, c'est le malade qui a un fémur très étroit. Et si vous utilisez des prothèses homothétiques, c'est-à-dire de plus en plus grandes en fonction de la taille, la 4 est plus grande que la 3, qui est plus grande que la 2, vous allez devoir utiliser une petite taille puisque le fémur est petit, petite taille qui aura un petit col, un petit offset. Et donc, vous allez modifier l'offset initial de ce malade qui a un offset très correct, mais un fémur très étroit. Donc, la solution, c'est d'utiliser soit une prothèse anatomique, soit une prothèse à col modulaire, soit une tige courte. Parce que la tige courte, d'abord, elle passera mieux dans ce fémur étroit, et ensuite, elle va suivre le col, et même une petite tige courte va donner de l'offset. Mais attention à ne pas diminuer l'offset de quelqu'un qui a un fémur étroit. Le chirurgien, elle est longue la liste du chirurgien, il peut créer un conflit. Il peut créer un conflit entre la prothèse et justement le tendon ou la bourse du muscle psoas, et d'autant plus qu'à cet endroit, il y a toujours au niveau de l'éminence iliopectinée, il y a toujours un petit défect osseux, ce qui ne favorise rien. Le fait que la prothèse soit un peu visible en avant est normal. Si elle l'est trop, ça ne l'est pas. Donc, quelles sont les raisons de créer ce conflit? C'est de mettre une cupule trop grande. Ici, une cupule très grande qui déborde va créer, surtout s'il y a un pas de vis comme ça va créer des douleurs. Une cupule insuffisamment antéversée. Non seulement il y a un risque de luxation, mais comme on a un système de cupule qui est symétrique, si on la rétroverse, la partie avant devient saillante.
et ce n'est pas une bonne idée. Ou la cupule est extruse parce qu'on l'a trop latéralisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez creusé, on a latéralisé la prothèse. Vous voyez ici, c'est une prothèse en plus qu'avec un système de dents qui n'est pas très bon, c'est une spontorno. La cupule, qui par exemple pour être une double mobilité, n'est pas hémisphérique. Elle est plus grande que la moitié de la sphère, ce qui fait que même si on la met bien, il y aura toujours une partie qui dépasse. Alors c'est bon pour la luxation, mais ce n'est pas très bon pour le conflit. L'idée dans ce type de prothèse étant d'échancrer la prothèse. En fait, la prothèse est hémisphérique au niveau d'en bas et elle a un petit débord supérieur, mais ça va quand même laisser, si on la met bien, un passage pour le tendon si on la met bien. Donc, il faut en tenir compte quand on la met. Il faut mettre, il faut mettre avec une légère rotation vers l'arrière la cupule. On peut avoir un conflit avec le psoas à cause du ciment. C'est-à-dire qu'on fait une prothèse cimentée, du ciment va déborder et va venir se mettre au niveau de la bourse trochantérienne. Ou par des vis. C'est-à-dire qu'on a fait une reprise, on a mis beaucoup de vis, on ne sait pas trop dans quelle orientation on les a mises, et certaines vis peuvent dépasser et créer des anthésopathies. Tout ça, c'est le chirurgien. Encore le chirurgien, une des causes très importantes de douleur périprothétique, c'est l'allongement. Par le même raisonnement que je vous ai donné tout à l'heure, si vous mettez en tension des muscles, cela va créer des anthésopathies. Mais si en plus ces muscles, à cause de l'arthrose, étaient rétractés, et qu'en plus ensuite on allonge, on va être, non seulement le malade va surmener la hanche opposée, va être gêné par cet allongement, mais il aura des tendinopathies. Et vous voyez, c'est un cas particulier ici d'un malade qui avait un énorme offset lié à son varus. Et on l'a mis avec une prothèse très en valgus. Donc il a perdu son offset et il a été allongé. Aïe, cette prothèse, elle ira pour marcher doucement, mais elle n'ira pas pour faire des activités physiques importantes. C'est fini pour le chirurgien. Heureusement, on arrive au rééducateur. Le rééducateur, mon patron disait qu'il ne faut rééduquer que les malades rééducables voulant se rééduquer chez un rééducateur sachant rééduquer, c'est-à-dire à peu près 10% des malades que nous envoyons chez les rééducateurs actuellement. Le rééducateur, il peut faire au niveau de la hanche une rééducation qui n'est pas adaptée. Un des mouvements que je vois souvent faire, c'est le malade couché sur le côté qui fait des abductions répétées. Ce n'est pas un mouvement que l'on fait tous les jours. Ce n'est pas à ça que sert la hanche. Ça va pour les danseurs. Parce qu'on va faire une contraction du gluteus medius, alors que le gluteus medius, c'est un frein c'est pas un abducteur, c'est un frein de l'adduction. Et donc, il n'est pas dans son rôle. Et ce mouvement répété va créer des anthésopathies, ici une dégénérescence musculaire. C'est comme si vous teniez un balai par le bout du manche. Il faut énormément de force pour faire ça. C'est répété, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éduquer un moyen fessier? Il faut marcher avec des bâtons de marche. Ça va soulager le fessier tout en le faisant fonctionner, ou alors faire de la rééducation debout en faisant des mouvements un petit peu exagérés, vous voyez, en passant genou tendu d'un pied sur l'autre, voire avec un poids du côté qui fait mal pour diminuer la force du moyen fessier. Là, c'est de la rééducation correcte. Mais en fait, le gluteus medius, à chaque pas, il fonctionne. Donc, si vous voulez rééduquer un gluteus medius, vous marchez. Le malade est responsable d'une partie des douleurs. Le malade, s'il est obèse. Alors l'obésité est moins facteur d'arthrose ou de tendinopathie à la hanche qu'au genou, mais elle est quand même, regardez ce malade, très important en volume, si vous regardez par rapport aux autres, il doit faire plus de 200 kilos facile. Il marche, à quoi on reconnaît qu'il est en surcharge pondérale? Bon, au-delà du volume, c'est que pour marcher, il est obligé de balancer son épaule du côté où il appuie. Pourquoi? Parce que naturellement, il décharge son moyen fessier. Vous voyez, un basculement d'épaule, et quand vous voyez quelqu'un marcher dans la rue en basculant les épaules comme ça, c'est qu'il est en surcharge pondérale. C'est-à-dire qu'il favorise la balance de Powell en balançant sa hanche. Mais évidemment, la hanche reçoit des contractions importantes, de même que les muscles et les tendons, et il peut avoir des tendinites. Le malade aussi, c'est son morphotype. Il y a des malades qui sont des voitures de course et d'autres moins. Vous voyez, ce malade au-dessus, il a un bassin étroit, donc peu de force varisante, d'adduction, et de l'autre côté, il a un très grand offset. C'est une voiture de course. Celui-ci, c'est l'inverse, il a un bassin large avec un petit offset. Donc, il va avoir un fessier qui va beaucoup travailler pour stabiliser ce bassin, si en plus il a une surcharge pondérale, qui va entraîner des anthésopathies. Le malade, il peut avoir un morphotype pas tout à fait normal. Vous voyez ici, petite tête, petit col, très grand trochanter. Eh bien, ce grand trochanter va créer, et puis en plus, grand trochanter pointu.
Ce trochanter va créer des bursites et des anthésopathies du psoas. Euh, et si vous lui mettez une prothèse, ce n'est pas gagné parce qu'il va rester avec ce grand trochanter qui va créer des conflits antérieurs et postérieurs en rotation, source de luxation. Peut-être que chez ces malades, il faut volontairement augmenter l'offset, on augmente le conflit, diminuer l'offset, on augmente le risque de luxation. Ce sont des malades très difficiles et à bien cerner avant de les opérer. La solution, c'est sans doute d'y mettre une double mobilité. Ensuite, le malade encore, parce que les journaux lui auront raconté des blagues. Il voit que Landis a gagné le Tour de France avec 2 prothèses de hanche, que Andy Murray s'est fait mettre un resurfaçage et qu'après il rejoue et refait Roland Garros. Donc il pense qu'après une prothèse de hanche, on est un grand sportif et on va mieux qu'avant. Et c'est pas faux parce que vous voyez, les patients, ceux qui étaient sportifs se sont remis au sport, mais des patients qui n'étaient pas sportifs s'y sont mis. Donc cette idée, j'ai pris conscience que mon corps c'était important, j'étais handicapé, je ne veux plus l'être, je vais me mettre à faire du sport. Alors, il y a des sports qui sont tout à fait adaptés, le vélo, la gymnastique, pourquoi pas le ski si on ne tombe pas trop souvent. Mais par contre, les sports d'endurance, type marathon, les sports de combat, ne sont pas spécialement adaptés après une prothèse de hanche. Pas tellement pour la prothèse. C'est vrai que si on regarde la prothèse, elle peut être stable, elle peut ne pas avoir de mauvaises réactions osseuses, mais c'est pour un problème de tendon. Ou alors, pour le simplifier, je dirais que ceux qui savent déjà le faire peuvent le reprendre progressivement, mais par contre, ceux qui ne l'ont jamais fait ne devraient pas commencer par ce type de sport. Il faut reprendre, c'est l'entraînement, ça s'appelle, il faut reprendre une activité progressivement. Alors, vous voyez que ce n'est pas si simple, parce que tout ce que je vous ai décrit peut être intriqué. On peut avoir un malade âgé avec un videment tendineux qui a un raccourcissement tendino-musculaire, des lésions tendino-musculaires parce qu'il a fait une rééducation exagérée, qui a un déséquilibre à la balance de Powell, un excès de poids. Tout peut être là à la fois, un petit peu à la fois, sans qu'un domine. Et ça va créer ces hanches douloureuses dont on ne sait pas quoi faire. Alors, je vais terminer en parlant du diagnostic. Alors, il faut regarder les gens. Vous voyez, ce monsieur à côté, là, il a une douleur d'évitement. Il n'y a rien de spécial, il n'a pas d'arthrose, mais il a mal au moyen fessier. Vous voyez, il fait un pas court, un pas long. C'est-à-dire, dès qu'il est sur le pas douloureux, eh bien, il y reste pas longtemps. Elle a une petite bascule du bassin à chaque pas. C'est un signe de train de Limbourg, c'est-à-dire qu'elle a une insuffisance du moyen fessier. Vous voyez, à chaque pas, hop, le bassin bascule. Cette malade, avec sa canne, elle va pas si mal. Elle vous dit, oh, mais moi, je marche bien, je vais bien. J'ai une prothèse à droite, mais j'ai une scoliose, mais je marche très bien. Alors, vous lui dites de marcher sans canne. Qu'est-ce qui se passe sans canne? Et vous voyez, du côté où elle a mal, automatiquement, elle balance ses 2 bras pour équilibrer son moyen fessier qui est insuffisant. C'est-à-dire qu'elle a compris la balance de Powell avant vous. Elle va mettre du poids du côté douloureux, comme ça, la hanche, les moins, et puis elle a aussi une douleur d'évitement. Donc, c'est la canne qui l'a sauvée, d'où l'importance de la canne. Celle-ci, même sans canne, elle va vite, elle va bien, elle dit, moi, je suis contente. Et puis, voilà. Mais vous voyez qu'elle marche avec les pieds très écartés. Elle a élargi le polygone de sustentation. Et vous lui demandez ensuite de se mettre sur un pied. Elle en est totalement incapable. Ni sur l'autre d'ailleurs. Donc, en fait, elle a trouvé le coup pour marcher, mais elle a une insuffisance des 2 fessiers. Celle-ci, qui a 2 prothèses, est obligée de se mettre la main sur la cuisse pour fléchir la hanche. Et vous allez voir à quel point elle est handicapée. Elle est assise là, et pour passer de la position assise à la position couchée, elle doit utiliser les mains. Ça, c'est typique du muscle psoas. C'est le signe de base du muscle psoas. Quelqu'un qui utilise ses mains pour fléchir sa hanche et passer de la position assise et couchée, il a une douleur du tendon du psoas. Et vous voyez le handicap pour cette malade qui change toute sa vie. L'inégalité de longueur des membres inférieurs, tout ça, vous pouvez le faire à la consultation. Le regarder marcher, le regarder se coucher, il faut regarder les malades, surtout quand ils ne savent pas qu'on les regarde. L'inégalité de longueur, vous pouvez la trouver assez facilement. C'est d'abord un problème de confort, parce que vous savez, tous les examens qui analysent l'inégalité sont assez inexacts. Surtout le radiologue qui a écrit sur la radio, il y a 2 cm de différence parce qu'il a mesuré le haut des ailes iliaques. Ça, c'est faux de chez faux.
Par contre, vous prenez une cale d'1 centimètre et vous demandez à un patient de le mettre sous un pied, puis sous l'autre. Si c'est pareil des deux côtés, c'est qu'il a un confort identique. S'il se trouve très bien avec la cale d'un côté et très gêné de l'autre, c'est que d'un côté, vous avez compensé une égalité, de l'autre, augmenté la longueur. Et donc, cette sensation déjà physique d'égalité est très importante. Et ensuite, vous pouvez, avec cette cale, vérifier que son bassin est équilibré. Et donc, vous aurez très rapidement une notion d'inégalité ou non. Attention aux gens qui ont une scoliose, parce que parfois, ils aiment bien être un peu déséquilibrés d'un côté ou de l'autre. Ensuite, il faut tester le malade. Vous testez les muscles, dont tout le monde connaît la classification de 0 à 5 des tests. 0, il n'y a rien. 1, il y a une petite contraction musculaire, mais il n'y a fait rien. 2, c'est un peu plus. 3, on arrive là, il y a 2, 3, c'est-à-dire on arrive à soulever le membre, mais on ne tient pas longtemps. À 4, on arrive à soulever le membre et on résiste. Et à 5, c'est normal. Ça, c'est nécessaire de le faire pour tous les malades. Alors, voyons cette malade. Vous voyez, elle marche assez difficilement et elle a mal. Vous voyez, elle ne va pas vite, à petits pas, parce qu'elle a mal aux deux hanches. Elle a des tendinopathies. Donc, on va l'infiltrer et après, on la refait marcher tout de suite. Et vous voyez, elle marche beaucoup mieux. Et là, vous avez un test qui est important parce que, par exemple, imaginez quelqu'un a une arthrose, mais vous lui trouvez aussi une douleur à la face postérieure du trochanter. Vous l'infiltrez à la consultation, elle n'a plus mal. C'était donc l'antésopathie qui dominait. Vous avez aussi un test pour le psoas, vous le mettez en frog leg. En frog leg, le petit trochanter va passer en avant puisque le fémur va se mettre en rotation externe et vous appuyez en avant du long adducteur. Si vous déclenchez une douleur, il peut y avoir une antésopathie du psoas et ça vous donne aussi le repère pour faire une infiltration. Ensuite, il faut faire, si possible, un EOS qui va vous donner non seulement une bonne vue sur la hanche, mais également s'il existe ou non une égalité de longueur des membres inférieurs, et également le rachis, qui est important. Nous n'en reparlons pas en détail, mais c'est important puisque vous avez vu qu'une partie des douleurs viennent du rachis, de même que le déséquilibre du bassin. Il faut faire une IRM, et cette IRM, non seulement elle doit rechercher une pathologie lombaire, mais aussi des lésions, s'il y en a, de la bourse ou du muscle gluteus medius, notamment, comme vous le voyez ici en bas, une dégénérescence graisseuse. Si le malade a une dégénérescence graisseuse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui faire une prothèse, mais il faudra bien l'informer qu'ensuite, il persistera à une boiterie et il aura besoin de porter une canne. Sinon, il va penser qu'il doit porter une canne parce que vous n'avez pas réussi la prothèse. C'est une discussion qu'il faut avoir avant l'opération avec le malade. Vous ne récupérerez pas, comme à l'épaule d'ailleurs, une dégénérescence graisseuse. De même, s'il y a une désinsertion du gluteus medius, mais avec un muscle dégénératif, ce n'est pas la peine de penser à le réinsérer. Une tomodensitométrie qui vous donnera l'orientation de la cupule si vous avez une pathologie du psoas. Et nous arrivons aux propositions thérapeutiques. Il faut commencer par les plus simples. Les plus simples, quand quelqu'un a mal une hanche, pour commencer, c'est de lui proposer de porter une canne du côté opposé. Alors, vous voyez que le docteur House, il a une canne du mauvais côté. Il a mal à la hanche droite, il met la canne à droite, mais bon, on ne peut pas lui faire retourner tous les épisodes. Mais c'est un très mauvais exemple, il ne sait pas boiter. Il faut corriger une inégalité de longueur. Déjà, ça peut beaucoup corriger. Ce n'est pas la peine de faire porter des semelles qui sont chères et puis les malades n'en ont qu'une. Non, au niveau de la chaussure, pour une femme, par exemple, c'est assez facile de compenser par le talon parce que les inégalités sont généralement d'1 centimètre au maximum. Mais même une petite inégalité, ça peut améliorer une tendinopathie. Il faut adapter les activités, donc il faut les interroger, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Combien vous en faites? Et puis quand tout ça ne marche pas, la consultation suivante, vous pouvez passer à l'infiltration de corticoïdes au PRP, la chirurgie des tendons ou à changer la prothèse. Alors, les tendinopathies, est-ce que le PRP marche? Alors moi, je suis très PRP, je le fais depuis 20 ans, mais je sais que ça marche au genou, notamment aux chondropathies rotuliennes. On peut améliorer une tendinopathie d'Achille. L'épaule, ça ne marche pas trop et la hanche, moyen. On a fait une petite étude avec l'équipe du service à l'époque. On a pris un certain nombre de malades, une soixantaine de malades, dont pour 8, il y avait des lésions partielles du muscle gluteus medius, les autres avaient mal, et on l'a fait en double aveugle, on en a infiltré 23 avec des corticoïdes et 20 avec du BMP Biomet. Et on a utilisé, de façon plus fiable, plutôt que d'interroger le malade, un algomètre. Je croyais qu'un algomètre, ce n'était pas très fiable, c'est-à-dire c'est une pointe, on appuie,
ça donne une pression et ça vous dit le moment où arrive la douleur. Eh bien, chez un même malade, à 1 minute d'intervalle, vous obtenez à peu près le même chiffre. C'est assez précis. Et donc, quand on regarde les résultats entre PRP et corticoïdes, et si on regarde l'algomètre, c'est à peu près pareil. Donc, on ne peut pas dire que le PRP ne marche pas, mais il ne marche pas tellement mieux que les corticoïdes. Vous voyez qu'il y a un petit gain supérieur. Donc, ça a des intérêts, il n'y a pas d'infection, et il faut savoir que 40% des malades ont eu des douleurs aggravées dans les 5 premiers jours. Donc, les PRP, vous pouvez, si vous ne les avez pas à disposition facilement, vous pouvez les garder pour les échecs de corticoïdes et les contre-indications aux corticoïdes. Ça a une efficacité, mais relative. Ensuite, la chirurgie, ça peut être une chirurgie du fascia lata, c'est-à-dire s'il est court ou si vous avez créé un offset trop grand ou si ce trochanter est saillant, vous pouvez allonger à la hanche le fascia lata par différentes plasties ou le plastie en croix tout simplement, avec comme défaut, ça peut revenir. C'est-à-dire qu'après la cicatrisation, le tractus se rétracte et ça réapparaît, mais pas toujours. Parfois, ça marche bien. On peut réinsérer un gluteus medius non dégénératif, totalement désinséré. Ça marche très bien. Ça ressemble à la chirurgie de la coiffe à l'épaule. Certains le font sous arthroscopie, d'autres à ciel ouvert. Le tendon est quand même bien pour être réinséré. Ça peut se réinsérer avec des encres, il en faut beaucoup, mais une bonne réinsertion, ça marche. Mais comme vous l'avez vu, à l'IRM, c'est assez rare de trouver une désinsertion complète d'un gluteus medius qui n'est pas dégénératif. Ça existe, mais moi, dans toute ma carrière, je l'ai fait 3-4 fois. Voici ensuite, pour le psoas, une ténotomie du psoas qui est faite sous arthroscopie. Ça consiste à couper le psoas. Alors d'abord, il faut le trouver. Ensuite, c'est extra-articulaire. C'est une zone assez dangereuse. Donc, ça demande une bonne expérience en arthroscopie. Et ensuite, on ne fait qu'une ténotomie. Or, ce psoas, à mon avis, il est aussi adhérent au niveau de l'éminence iliopectinée. Ce qui fait que tout en l'ayant sectionné, ça ne change pas grand-chose à la douleur, dans tous les cas, et surtout, ça peut recicatriser s'il n'y a pas eu de rétraction. Donc, je préférerais l'aborder par cette voie d'abord que nous avons décrite, qui est la voie médiale, dont je vous ai déjà parlé à d'autres occasions, et qui est en film sur les replays. Alors, c'est la voie de Ludloff, mais améliorée. Ludloff, il serait passé, parce que c'est des très vieilles publications qui ont plus de 100 ans, en avant de l'ensemble des adducteurs. Et puis, il y a Ferguson qui passe entre le court adducteur et le grand adducteur. Mais là se trouve le nerf obturateur. Et nous, on propose de passer en… Non, excusez-moi, Ludloff, il passe en arrière du pectiné. Il passe en avant du bref adducteur et en avant du pectiné. Et nous, on propose de passer devant tous les adducteurs. C'est-à-dire, ça donne ça. Vous prenez le long adducteur comme repère, vous ouvrez l'aponévrose et tous les muscles ont une seule aponévrose. Donc, si vous glissez en avant ici avec le doigt, vous allez toucher le petit trochanter, vous mettez un écarteur de chaque côté et là, vous voyez le psoas et là, c'est l'artère circonflexe postérieure qui passe là. Et donc, le psoas est tout à fait accessible et vous pouvez faire de la chirurgie du psoas. Voici, si vous voulez, voici le circonflexe. Et là, vous pouvez, ce tendon, comme on le voit très bien, en rotation externe et en frog leg, vous pouvez non seulement faire une ténotomie si vous voulez, mais vous pouvez faire aussi une chirurgie en marche d'escalier pour l'allonger. Mais surtout, il est possible de prendre la partie proximale du tendon et avec le doigt, de décrocher toutes les adhérences jusqu'à l'éminence iliopectinée, jusqu'à ce qu'il redevienne élastique. Et ça me paraît très important. On peut aussi aborder la capsule par la même voie d'abord et aller voir la hanche si on en a envie, mais ce n'est pas tellement le but quand on a un psoas. Et vous voyez ce cas où il y avait une prothèse qui était débordante avec des sortes de dents. On l'a abordée par cette voie médiale et on s'est contenté de faire une greffe osseuse, refermer la capsule par-dessus avec un bon résultat sans changer la prothèse. Voici ce genre de malade. Alors, j'essaie d'enlever le son. C'est la même malade que vous avez vue tout à l'heure, qui est 3 mois après la chirurgie des 2 psoas. Alors, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure, où on mettait les 2 mains. Elle va plus vite. Le côté gauche n'est pas encore parfait, mais c'est quand même une nette amélioration pour elle. Ensuite, quand on a ce psoas et qu'on a vraiment accusé la cupule et qu'elle est très mal positionnée, on peut faire une chirurgie de reprise, mais elle ne doit pas être systématique, elle doit être rare. Je termine en vous montrant un cas clinique. Et comme je suis tout seul et que vous ne pouvez pas parler,
je vais un peu vous laisser traîner. Ce malade a mal, je vous aide, à cette hanche. Et il a très mal. Il a très mal en arrière. Donc, comme il a mal en arrière, on a envie de ne pas accuser cette prothèse qui paraît pas si mal, une bébrone, et on a envie d'accuser le nerf sciatique, par exemple, une sciatique, surtout qu'il a un signe de la SEG. Et alors, si on se contente de cette radiographie, on peut faire une erreur. Donc, il vous faut toujours, quand il y a un problème, faire un profil. Et vous voyez que la solution est sur le profil, et c'était peut-être effectivement une sciatique, mais de type tronculaire. Je vais terminer là. Donc, vous voyez que c'est un très large sujet auquel il faut s'intéresser. C'est un sujet de consultation, c'est-à-dire c'est à la consultation que vous devez savoir si c'est intra-articulaire ou extra-articulaire, informer le malade, faire des examens complémentaires, le confier à des collègues. Une fois que vous l'avez au bloc opératoire, c'est trop tard. Et donc, le grand message de cette présentation, c'est de ne pas placer ou remplacer une prothèse totale de hanche inutilement, et même si le malade a une bonne raison d'avoir une prothèse, il faut se méfier du malade qui aura quand même mal après, et donc il faut l'avoir informé avant. Donc là, j'avais un film sur la voie médiale, mais je ne vous le montre pas, vous n'avez qu'à aller le voir. Et on va arrêter là et on va commencer la discussion. Voilà. Ah, Nicolas, tu es là, parfait. Et donc, on va te donner la parole. Oui, bonjour. J'étais en consultation, je suis arrivé un peu tard, je suis arrivé vers la demi. Merci pour cette présentation. J'espère Que que vous tu as allez bien. déjà vu et entendu, Euh, mais ça ne te fait pas de oui, mal de le réentendre, même à ton âge, même à ton oui, niveau. oui, oui. Surtout à mon âge. D'ailleurs, ça résonne beaucoup parce que j'ai vu tous ces cas-là cet après-midi encore où il en a des douleurs. On ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas vraiment pourquoi, et c'est très troublant parce qu'en fait, on veut tout attribuer à la prothèse et c'est souvent pas le cas en fait. Et parfois ça l'est, il faut savoir critiquer son geste aussi. Et ça, c'est peut-être ça que je vous poserai comme question, c'est comment on appréhende avec l'expérience, parce que je trouve que c'est peut-être le plus difficile, c'est d'arriver à se remettre en question. C'est-à-dire qu'en fait, un patient qui a mal, est-ce qu'avec le temps, on n'a pas tendance à se dire, bah, c'est le patient, et pas se remettre en question sur son geste. Comment on critique? J'ai encore eu un cas aujourd'hui. Mes lignes sont parfaites et il y a cette inégalité de longueur. Et la patiente se plaint de cette inégalité de longueur qui cliniquement est évidente. Radiologiquement, elle ne l'est pas du tout. Il y a une espèce de rotation de bassin qui explique en fait son mal-être. Et aujourd'hui, par exemple, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. J'ai programmé une chirurgie pour aller corriger en fait une inégalité qui n'est pas majeure, dans le sens où effectivement, elle a ces quelques millimètres. Je l'ai laissé attendre 1 an et demi. Il y a une tête qui est un petit peu perchée, un côtil qui est un petit peu bas. Et en fait, tout ça fait qu'il y a une vraie inégalité que je pense que pouvoir corriger, mais je l'ai cliniquement beaucoup plus importante que radiologiquement. Comment on Est-ce appréhende ça? que, Comment est-ce que, vous par le voyez exemple, ça? pour le cas dont tu parles, l'autre hanche est normale? Elle n'a pas une arthrose de l'autre côté? Oui. Non, Elle n'a pas non, d'arthrose. Parce que s'il y a une arthrose de non. l'autre côté, Hanche parfois en saine. opérant l'autre hanche, tout s'équilibre. Pas simplement parce qu'on a corrigé la longueur, mais parce qu'on lui a enlevé la raideur de l'autre côté. Elle n'a pas de scoliose. Non. Parce que les malades qui ont des scolioses, même avec un bassin équilibré, alors qu'avant ils étaient déséquilibrés, ne sont pas forcément à l'aise. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est vrai. Et ensuite, il faut se méfier de ces. Est-ce que tu as essayé de tout simplement lui compenser l'autre côté pour la rééquilibrer, Oui, pour voir si ça suffisait? oui. Et elle a toujours mal. J'ai tout fait. J'ai fait tout le tour. Ouais. Elle Et se en plus, plaint c'est de d'autant quoi? De plus l'inégalité frustrant ou de longueur? Elle se plaint de douleur? de douleur et de l'inégalité, et qu'elle attribue à l'inégalité. Oui, Alors justement, c'est j'ai ça le travaillé sur les problème. tendons, j'ai corrigé ça. Et alors le problème avec ce genre de patient, c'est que on l'explique pas bien, il y a une rotation du bassin, et en plus, alors déjà, elle est allée voir un collègue qui lui a dit qu'on lui avait mis 2 centimètres. Voilà, c'est Sympa les ça. collègues, mais c'est pas grave. Vous rencontrerez plein de gens qui sont pas forcément confraternels, mais c'est pas grave, il suffit d'expliquer aux patients. C'est ça, je pense, une partie du message. Mais des fois, ça s'améliore pas, il faut être capable quand même de se remettre en question. Et c'est Le plus ça, problème, comment on se critique en fait. il est de plus en plus dur parce que tu dois te critiquer de quoi même avec une malade très revendicatrice et qui a peut-être fait un faux diagnostic. Parce que c'est peut-être pas à cause d'inégalité qu'elle a mal, mais elle en est persuadée. Et comme elle veut avoir raison, tu auras du mal. Elle en est persuadée. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, elle pense que tu as fait une erreur en faisant une égalité de longueur C'est et ça. tout ira mal dans sa vie. Et elle veut absolument soit que tu admettes que tu as fait une erreur, soit dire qu'elle est une victime. Alors qu'en fait, elle a peut-être mal, mais pas pour ça. C'est un vrai problème aussi psychologique et nos collègues ne nous aident pas
parce que sur les radios, ils font des faux diagnostics. Ils les écrivent sur la radio. Ça, c'est pire. La radio, il y a écrit plus de 2 centimètres, alors que s'il faut, elle a moins 2. Mais bon, ça, c'est tout faux parce qu'il y a un problème aussi de flexion du genou. Qu'est-ce qui se passe au niveau du genou? Tu as fait un EOS Ouais, et il y a une vraie, ouais. il n'y a pas 2 Et centimètres. il y a une. Alors, non, non, pas du tout, pas du tout. Mais il y a cette Combien bascule elle du a? bassin, Mais effectivement, combien qui est elle a? d'environ 1 centimètre avec un bassin préopératoire qui était égal. Et sur les os, il y a 8 millimètres. Mais 8 radiologiquement, millimètres. sur le bassin de face, je suis à 1 millimètre. Mais je Ça peut pense qu'il y a une petite correspondre à flexion ce que j'ai qui dit, sous-estime. c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui a une arthrose assez longtemps, qui a une certaine fonte musculaire et qui en plus a eu un allongement, les deux à la fois, ça crée des douleurs et en plus on y rajoute de la rééducation qui n'arrange rien. Et c'est des malades très très difficiles à traiter. C'est ceux-là qui font C'est des difficile. procès, mais qui fort heureusement les perdent. Parce que nos collègues ont écrit que jusqu'à 1 centimètre, c'était pas grave. C'est faux, hein, mais au moins ils l'ont écrit, ça nous aide. Mais tu nous décris Alors un cas là-dessus, typique de consultation qui te demande pourquoi j'ai fait ce métier. et qui demande du temps aussi. Et c'est peut-être Oui, le message pour les plus jeunes, c'est de dire, oui, parce que quand on parle avec les malades, et je sais que vous passiez beaucoup de temps à parler avec les malades, je passe beaucoup de temps à passer avec les malades, et bien en fait, on n'a pas trop les gens nous embêtent pas trop, parce que parce que ce fameux collègue là, pour continuer mon histoire, il est allé voir, il fait, ouh là là, mais là vous êtes complètement déséquilibré. Il vous a rajouté au moins 2 centimètres. Alors j'ai bien expliqué à la patiente que même si j'avais voulu, c'est difficile quand même de rajouter 2 centimètres. oui. Et surtout à la fin, il lui a dit, et de toute façon vous avez de l'arthrose au genou, donc moi je vous propose de faire une PTG, Ah, une tricompartimentale pour une arthrose fémoro-patellaire. Je dis, oulala, là, on mélange un peu les trucs. Et vous voyez, les gains secondaires d'autres, oui. il faut vraiment passer du temps à Mais expliquer. Parce que sinon, on peut aller dans la exactement. cascade de Faire l'aggravation, quoi. attention à tous les mots, surtout qu'un témoin, c'est-à-dire ne pas, et aussi à ce que tu écris. Parce qu'elle va prendre une phrase de 10 lettres que tu as écrites et sur Bien cette sûr. phrase, elle est capable de. Il y a aussi un problème psychologique. C'est la question qu'on posait, tu sais, la dernière fois avec Étienne qui nous a fait les genoux douloureux, à se demander si certains malades ne devraient jamais être opérés en raison de C'est leur vrai. typologie. Et c'est pareil à la hanche. C'est quand même des opérations assez lourdes, l'air de rien. Nous, on les fait souvent, alors ça ne nous paraît pas important, mais c'est quand même quelque chose d'enlever une articulation, l'ouvrir, la remplacer. Et les gens n'imaginaient pas ça. Et ceux qui ont des psychologies fragiles, tu as vu la fibromyalgie, c'est aussi des gens qui ont des psychologies fragiles. Et pourtant, ça se traduit par des Bien douleurs sûr. musculaires. Tu es le cas difficile. Le cas le plus difficile, c'est l'inégalité de longueur. C'est-à-dire Non, il mais faut ça essayer illustrait de ne bien, pas je en trouve, avoir. effectivement. Et alors, contrairement à ce qui est dit, je pense qu'une petite inégalité de longueur, même de 5 millimètres, peut créer une gêne. Il faut faire très attention à ça. Et s'il y en a une avant, Tout à bien fait. la signaler. Parce que le malade, il persuadé qu'avant, il était parfait et que depuis l'opération, ça ne va Bien pas. sûr. Tout Vous à avez fait. des, vous avez des questions à poser? Tu as d'autres questions à me poser? Ça va. Je laisse la, Alors, je vous la rappelle parole à que pour poser l'audience. des questions, il suffit d'ouvrir le micro. Je pense que des malades que j'ai décrits, vous les avez tous vus, Oui. mais ils vous ont bien embêté. Cage, Chloé, il y a des mains qui se lèvent là. Oui. Alors, ouvre ton micro et parle. Si, bonjour. Bonjour. Philippe Chiron, c'est parfait. J'ai adoré cette présentation parce que surtout l'importance des tendons, je crois que c'est essentiel. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion il y a une dizaine d'années de présenter à Toulouse mon étude sur la suspension de la hanche. Oui, avec un carrosse, là. Tu nous avais montré un carrosse. Oui, c'est ça, Ah, exactement. mais je m'en souviens, hein, je sais Alors, pas. maintenant, je profite de Il y a des l'occasion. muscles qui sont suspenseurs et pas simplement. Voilà, C'est très exactement. important. Et là, je suis étonné que tu me dis comme ça une autre phrase, on a passé de l'approche antérieure à l'approche postérieure. Mais justement, est-ce que tu n'as pas peur justement d'un peu... Simplifié. oui, justement, en effet, ces pauvres rotateurs externes qui Mais j'ai voulu le faire pour quelqu'un qui est en consultation. C'est-à-dire qu'on part du malade qui nous met la main là où il a mal et ensuite on s'oriente vers un certain type de pathologie. Mais c'est évidemment que tout ça est plus intriqué qu'on nous le dit. Les rhumatologues sont obsédés par le syndrome du pyramidal et je ne suis pas sûr que ça existe. Moi non plus. Parce Non. que ce petit muscle Mais oui, n'est pas le plus important. Et maintenant, c'est le petit fessier aussi. Il parle beaucoup de douleur du petit fessier, les rééducateurs. Or, bof. Alors, parce il y a une pince effectivement qui se fait entre le pyramidal et l'obturateur interne, et le sciatique passe dans la pince.
Alors eux, ils pensent que le nerf est pris dans la pince. Mais moi, je crois plutôt que c'est des anthésopathies liées à plein d'autres problèmes que l'on a survolés, effectivement. Mais est-ce qu'il faut vraiment maudire l'approche latérale? Moi, j'ai jamais arrêté ce que j'ai appris de Maurice Muller. J'aime mon approche latérale. Mon incision est de 11 cm. Je réattache le petit fessier aussi. Latéral, tu détaches la partie antérieure du moyen fessier. Oui, mais aussi le petit fessier que Oui. je soulève parce que je garde la capsule naturellement. Je réinsère le petit fessier aussi. Monsieur Uteza, qui était mon patron, adorait Monsieur Muller, se connaissait d'ailleurs ailleurs parce qu'ils aimaient l'histoire. Et Monsieur Muller était un grand historien Ouais. et a fait cette voie d'abord pendant 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'étais chef de clinique, c'est la voie d'abord que l'on utilisait dans le service en décubitus dorsal. Et Moi, je le fais en latéral. Hein. toi, tu le fais en latéral, mais voilà, on utilisait cette voie. Et moi, je pense que toutes les voies, si elles sont bien faites et bien reconstruites, ne sont pas le problème essentiel. Le Ouais. problème, c'est qu'est-ce qu'on va voir. C'est-à-dire que celui qui opère par en arrière, il faut qu'il aille voir devant. Parce que s'il y a un conflit osseux, s'il y a un conflit des parties molles, il aura des luxations. Celui qui opère devant, il faut qu'il aille voir derrière. C'est-à-dire qu'il faut voir toute la hanche, même par un petit trou. Ouais. Et il ne faut pas se contenter de ce qu'on voit par sa voie d'abord. Mais je pense que, comme j'ai essayé de le dire, la voie d'abord, dans tous les cas, elle abîme des choses qui sont saines. Oui, C'est le problème. il faut voir le meilleur compromis. Voilà. Et voilà, c'est le problème de toute la chirurgie. Exactement. Mais je ne pense pas qu'il faut franchement accuser la voie d'abord dans toutes ces pathologies de douleur après prothèse. C'est plutôt l'état du malade avant ou quelque chose qu'on a laissé passer. Le plus fréquent, c'est que ces douleurs, ils les avaient déjà avant, on ne les a pas vues, on a mis une prothèse, on leur avait dit ça va être formidable, vous allez marcher au bout de 3 jours, vous ferez du sport au bout de 3 mois, et ce n'est pas vrai. Et psychologiquement, ces malades sont extrêmement perturbés par ça. Surtout qu'on n'arrête pas de dire maintenant il faut le faire en ambulatoire, un jour à l'hôpital ça suffit, tout le monde est à la maison et va très bien, et on sait que ce n'est pas vrai. Ouais. Et les malades, eux, ils croient que c'est vrai, c'est ça le problème. Ouais. Bon, merci beaucoup. Ouais. Merci de participer à toutes nos réunions, j'en suis très ému. Ah, mais moi, je suis très content parce que c'est des réunions parfaites. Je m'excuse. Et puis sans se déplacer, tu vois, c'est simple. Allez, d'autres questions? Bonjour. Oui. Bonjour. Allez-y, allez-y. Merci pour cette excellente présentation. Alors, par rapport à la sensation d'inégalité des membres inférieurs, déjà, effectivement, c'est très difficile d'apprécier cette inégalité, mais quelquefois, peut-être, en plus de l'inégalité, peut avoir une inégalité physique qu'à base de faire plusieurs mesures, on vient de mettre ce que tu nous as proposé, c'est excellent. Mais après, on peut peut-être penser à la cinématique, c'est-à-dire déplacement angulaire, cheville, genou et hanche de la jambe malade et de la jambe saine. Oui. Et la cinématique de la jambe malade, c'est normal. Après l'opération, déjà avant l'opération, c'était différent. Mais peut-être cette cinématique différence va s'accentuer après l'opération. Alors, il faut donner un sens à cette cinématique. Par exemple, ce que je peux observer, c'est après une prothèse de hanche, un déficit d'extension de ces hanches. Mais un déficit d'extension des hanches va avec un déficit de la propulsion, parce que propulsion au niveau du pied au troisième pivot va de pair avec ces extensions de la hanche. Alors, cette propulsion déficitaire va faire que la jambe qui se comporte comme un projectile en oscillation, c'est apogée de la jambe va être mineur, va produire une bascule du bassin et une sensation de marcher de façon différente avec la jambe malade et la jambe saine. Après, ça, c'est par rapport à l'inégalité des membres, la sensation qu'il y a les patients d'inégalité des membres inférieurs ou de marcher de façon différente. Après, il y a la responsabilité du patient, parce que c'est vrai qu'on pense toujours à, je me mets dans les mains d'un médecin qui est censé de savoir tout et de me mettre les remèdes. Et peut-être,
c'est bien ça, mais c'est bien donner la responsabilité dans des conditions vous êtes et après l'opération aussi dans quelles conditions vous êtes. C'est-à-dire, si avant vous avez un tour d'une faiblesse musculaire, il faut savoir renforcer ces ensembles de muscles déjà avant et après l'opération, mais déjà aussi renforcer, faire une rééducation avant l'opération. Et cette rééducation, il faut penser à toutes les articulations, pas l'articulation que c'est en cause la hanche, sinon il faut penser à la mobilité du genou, à la mobilité des chevilles, à la mobilité du pied. Oui. Avec toute la richesse des mouvements, de pronosupination, de flexion-extension. Vous êtes médecin de rééducation? Bon, j'ai une formation de médecin de sport et j'ai fait de la biomécanique. D'accord, c'est bien. Ouais, vous avez plus de questions, vous avez donné des solutions. Alors, est-ce qu'il faut faire la rééducation avant? Oui, si c'est possible. Quelqu'un qui a une hanche très raide, ça, il vaut mieux rééduquer, il vaut mieux faire la prothèse d'abord, ou alors rééduquer son autre hanche. Excusez-moi, mais j'insiste, la hanche, c'est une partie d'un membre inférieur. Oui. Alors, on peut peut-être pas s'en occuper de là, laisser un peu en repos, mais personne ne nous empêche de maintenir la mobilité du pied et du genou et du dos, si c'est possible. Et surtout, maintenir et renforcer l'autre jambe. On va demander tout à l'heure à Nicolas Reyna, quand j'aurai répondu à toutes vos questions, si lui, il rééduque les malades avant, parce qu'il a tout un système où il suit les malades et où il les rééduque. Moi, vous avez dit qu'il était difficile de savoir s'il y avait ou non une vraie inégalité de longueur. Vous avez tout à fait raison, parce que quelqu'un qui n'a pas d'inégalité de longueur, s'il a une hanche qui est en adduction à cause de l'arthrose, il aura une inégalité de longueur fonctionnelle qui est fausse. Et si l'inégalité de longueur, l'importance de l'inégalité va être modifiée par cette inégalité fonctionnelle. Donc, c'est extrêmement difficile chez quelqu'un qui a une arthrose de hanche de savoir l'importance de cette inégalité, d'où le cliché EOS qui nous a beaucoup apporté depuis qu'on peut le faire. Vous avez raison de dire que les malades ont perdu de l'extension et ça a rapport avec cette rétraction du psoas. Ils ont perdu de l'extension parce qu'il y a une arthrose, mais aussi parce que le psoas s'est rétracté. Et quand on met une prothèse, ils n'ont pas récupéré l'extension. Et récupérer l'extension, c'est essentiel. Bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, on a 5-10 degrés d'extension, mais ils sont essentiels pour basculer le corps en avant et faire la propulsion. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, en plus, pour avoir une bonne extension, il faut avoir confiance en soi. Et il faut que le malade ait confiance et donc qu'il n'y ait pas trop de douleur. C'est un cercle vicieux. Et lui rendre sensible à faire de l'autorééducation, Oui. petit à petit. Oui, à l'autorééducation, c'est le mot-clé. C'est pour ça que moi, je proposais la marche avec des bâtons de marche à petits pas. Parce que avec plusieurs personnes, comme ça, ils parlent entre eux, ils ne pensent pas à leur hanche. Ils sont équilibrés par les bâtons pour ne pas avoir de douleur de fessier et ils ne se fatiguent pas vite. Et c'est mieux que chez le kiné, la marche avec des bâtons. Au début, on fait 1 kilomètre, puis on en fait 2, puis un jour, on en fait 10 et on est guéri. Ouais. Nicolas, toi, tu rééduques tes malades avant l'opération? Oui, alors de plus en plus, et surtout avec des gens qui savent rééduquer. C'est une de vos phrases, je crois, des rééducateurs qui sachent rééduquer. Oui. Ouais, et des patients rééducables. Alors, au-delà du jeu de mots, il faut se rendre compte qu'en fait, ce que nous permet les outils modernes, c'est de créer des réseaux. Et aujourd'hui, nous, on a des gens qui travaillent avec nous selon nos méthodes, avec des systèmes d'optimisation en vue de la prothèse totale de hanche, notamment pour optimiser des groupes musculaires ou ce que vous dites, la rééducation du pas postérieur, la souplesse de hanche, et pas pour aller faire du muscle à tout prix. Et effectivement, nous, on fait de la rééducation préopératoire. Et notamment, il y a l'incidence des douleurs préopératoires. On sait que c'est une incidence très importante sur les douleurs post-opératoires. Donc moi, systématiquement, un patient qui est plus douloureux ou plus raide que ce qu'on pourrait tolérer, alors le curseur, bien sûr, il est à déterminer, et bien je les fais rééduquer systématiquement préopératoire maintenant, en effet. Pendant combien de temps avant l'opération? Alors globalement, comme je programme à peu près 1 mois et demi, 2 mois, c'est une mise en charge progressive, on va dire, et on se met
plus dans une culture d'activité physiologique, sportive. Quelqu'un qui a une activité régulière, je n'ai pas besoin forcément de le rééduquer. Mais quelqu'un qui est très douloureux ou qui ne fait plus rien, je le mets dans cette optimisation-là. Mais ça dépend, si on lance son environnement aussi. Hein, j'ai pas de format très, très déterminé. Étienne Cavaignac, lors de la dernière réunion, nous a dit que quand un de ses patients était obèse, alors obèse pas à 40, lui, à partir de 32, 33, eh bien, il ne lui mettait pas de prothèse de genou, qu'il veuille maigrir ou pas. Est-ce que toi, tu mets des prothèses de hanche à des obèses? Ouais. Oui, parce que, alors, je pense qu'entre la hanche et le genou, il y a un grand gap. C'est-à-dire qu'avec un genou problématique, on arrive à faire certaines choses. Avec une hanche problématique, on ne peut plus rien faire. Et pour le coup, on a un peu de recul. Et dans la littérature, il y a des patients qui arrivent à maigrir après une prothèse de hanche alors qu'ils n'y arrivaient pas avant. Oui, il faut se bouger un peu. Là où moi, je suis un peu moins. Oui, tout à fait. Mais je suis un peu moins, on va dire, euh, tranché, parce que je trouve qu'il y a des patients qu'on améliore vraiment et qu'on ne prend pas chez les obèses les mêmes risques avec une prothèse de hanche qu'avec une prothèse de genou, notamment au niveau du risque d'infection. Donc moi, j'ai tendance à être plus permissif sur le BMI et moins tranché. Parce qu'il y a des vrais BMI flasques et d'autres qui le sont un peu moins. Quoi. Il Par contre, effectivement, faut leur mettre une double mobilité parce qu'ils ont des risques de luxation, mais à part tout à ça, fait. ils vont bien. Oui. Tout à D'autres fait. Tout à questions? fait. On les améliore vraiment. Quoi. Ouais. Mais Charles Belliquela a 80% d'obèses dans sa clientèle, déjà à 12 ans. Vous avez d'autres questions? C'est le moment. Vous avez vu que le sujet est large. Charles, merci Philippe. Tu peux nous parler, non? Attends, il faut que je lise ce que tu as écrit. Alors, doit-on faire une IRM systématique pour faire le bilan musculo-tendineux d'une hanche avant une PTH? Alors, je pense systématique, non. C'est-à-dire quelqu'un qui manifestement a une douleur de l'aine, que cette douleur est liée à l'arthrose et cliniquement on n'a pas trouvé d'autres signes de tendinopathie, je ne pense pas qu'il a besoin d'une IRM. Une simple radio suffit. Par contre, si après une infiltration, si tu trouves qu'il a une douleur à la face postérieure du grand trochanter, tu l'infiltres à la consultation et rien qu'avec la xylocaïne, il va beaucoup mieux. Mais il revient 15 jours après ou 3 semaines après, il a toujours mal pareil, là oui, je lui ferai une IRM. C'est-à-dire, c'est le mot systématique. D'accord. Et Mais quelqu'un qui a mal derrière, oui, c'est systématique. Avant d'accuser d'accord. la hanche, il faut éliminer le problème lombaire. Après, il faut savoir si c'est une IRM de la hanche qu'il faut faire ou une IRM des lombaires, ou les deux, parce qu'après tout, ils sont dans la machine, ils pourraient faire les Dans, deux. Ben, le voir, radiologue ne fera que la partie que tu as demandé. Il faut peut-être demander du thorax jusqu'à mi-fémur. oui, j'ai beaucoup aimé les explications sur le psoas, la tendinopathie du psoas, parce que j'ai un patient qui me pose un problème et j'avoue que j'ai pas trouvé la solution et infiltré, il avait plus mal, mais la douleur revient assez rapidement. Et il y a, Bien. à mon sens, Si pas de vraiment la il a prendre. le signe principal, c'est tu lui dis de s'asseoir sur la table, il utilise la main sur la cuisse ou quand il rentre dans la voiture. Ça, c'est le signe de base. S'il traîne, si tu as laissé l'infiltration que ça ne marche pas, il faut lui allonger le psoas et là, tu regardes la voie médiale. C'est le plus facile parce que tu ne vas pas te mettre à l'arthroscopie pour faire ça. Même ceux qui la font, ils ne trouvent pas toujours le tendon. Donc, c'est très facile. Hein, la voie médiale, tu l'as en film sur le replay de nos conférences là. Et franchement, dès la première, on sait le faire. On les fait un peu trop basses au début, il faut les faire au pli de laine, mais à part ça, ça marche. Et tu l'allonges. Mais il est obèse, ton malade, parce que tu dois être des malades solides. Ah oui, lui, ils sont danse du ventre, comme je me plais à le dire. Il y a du volume sur la table. Et tu as vu, le poids, c'est une raison aussi pour avoir des problèmes. Hein. C'est évident. Tous les muscles sont les mêmes, et les tendons surtout. Les muscles d'un obèse, ils s'hypertrophient. Mais le tendon, c'est celui de tout le monde. Et donc, ils ont des tendons qui travaillent beaucoup. Ouais, tout à fait. D'autres questions? Soyez pas timide. Si au bout d'une minute, il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter là. De toute façon, ça vaut le coup de le revoir, à mon avis. Hein. C'est-à-dire vous allez l'avoir en replay, parce qu'en fait, c'est des séries de petits sujets
mais qui tous pourraient être développés de façon plus importante. C'est la question de Klaus, pourquoi. Mais c'est vrai, moi je l'ai abordé de manière nosologique. J'ai voulu vous dire, regardez tout ce à quoi il faut penser. Mais en fait, on y pense vite si on le sait. Examiner le malade, c'est on le regarde marcher, on lui demande où il a mal, on le fait mettre sur la table, on le regarde quand il se met, on ne lit pas des lettres ou des papiers. Une fois qu'il est arrivé, on le met sur le côté, on regarde s'il a mal derrière, on regarde sa mobilité de hanche, tout ça, ça va vite. On lui fait un signe de la seigue à toute vitesse en lui parlant pour pas qu'il pense à quoi que ce soit. Et on a vite vu d'où ça vient. On lui fait de temps en temps il faut mettre un gant et passer le doigt dans les testicules pour voir s'il y a un canal inguinal, parce que ça, c'est un diagnostic réel, surtout chez les jeunes. Chez les vieux, on voit carrément tout qui est passé dedans. Mais chez les plus jeunes, c'est un petit élargissement du canal qui peut être très douloureux, ou des pubalgies. Enfin, il y a d'autres raisons d'avoir mal à l'aine chez le sportif et chez le jeune. On s'arrête là? Eh bien, je vous remercie d'avoir participé. Vous êtes assez réguliers, c'est bien. Merci à tous. Il y a d'autres conférences, regardez-les. La prochaine fois, nous allons avoir quelque chose d'important qu'on voit, c'est les luxations de cheville, qui est un sujet intéressant. Et il n'y en a pas beaucoup, mais quand on en a une en urgence, on est content d'y avoir un peu réfléchi avant. Je vous dis à tous une bonne soirée. Stéphane aussi, tu es là, je vois. Zographos, ça me fait plaisir aussi. Allez, ciao.